Allez, la bourse va-t-on vers un mois de novembre, un super mois de novembre sur les marchés. Hier, le CAC 40 a clôturé à 6 893 points, près de 1% de hausse. Après, d'ailleurs, un mois d'octobre, record, il prend 6% sur un mois, 10% sur 6 mois. Et partout, c'est la même tendance. On gagne 4% sur le DAX, 3% à Londres. Même topo également aux États-Unis, 5% pour le S&P 500, 6% pour le Nasdaq. Rien ne semble donc freiner la hausse des marchés actions. Bonjour, Mabrouk Chetouane. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la stratégie, de la recherche et stratégie chez BFT Investment Manager. Alors, on va faire un peu de prospective, si vous le voulez bien, puisqu'on est en début de mois, justement, pour savoir un peu comment se positionner et à quoi s'attendre. Mais d'abord, un petit mot sur ces dernières semaines. Je le disais, pénurie, inflation, discours de la Fed attendu demain. Pourquoi rien n'a effrayé, n'a inquiété les marchés pour le moment ? Il y a aussi un autre facteur qui contribue à la croissance des cours boursiers, ce sont les bénéfices. Oui. Globalement, effectivement, vous avez cité l'ensemble des facteurs aujourd'hui d'inquiétude, qui sont source d'inquiétude. Mais alors, contrairement au mois de septembre où on avait peu de visibilité sur ces facteurs, oui, puisqu'on rentrait dans la phase effectivement la plus aiguë de la pénurie, on entrait effectivement aussi avec une espèce un peu de volte-face du côté de la Fed, avec des membres qui annoncent cette fois-ci des hausses de taux beaucoup plus précoces finalement qu'attendues. Un tapering, c'est-à-dire une réduction des achats d'actifs qui devrait intervenir. Là aussi, on a la confirmation au mois de novembre. Donc, contrairement au à la fin de l'été où on avait assez peu de visibilité, là, on sait en fait où sont les risques. calendrier. Voilà, on a de la visibilité. Et ce que les marchés n'apprécient pas, entre guillemets, ce qui est source de volatilité et donc, in fine, un peu de perturbation sur la croissance des cours boursiers, c'est ce déficit de visibilité. Là, aujourd'hui, la question est à peu près réglée, y compris sur le volet sanitaire. On voit qu'à peu près la stratégie vaccinale qui a été mise en place par l'ensemble des pays qui ont souscrit à une vaccination, on va dire, de masse fonctionne à peu près. Et on voit bien que les pays qui ne l'ont pas fait sont plus en difficulté ou plus en retard. Donc au fond, on a aujourd'hui beaucoup plus de facteurs qui militent pour plus de confiance. Et le principal facteur, j'ai commencé par ça au départ, ce sont les bénéfices des entreprises. C'est ça. Mais c'est aujourd'hui le seul driver des marchés, les bons résultats des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et particulièrement en France. Principalement, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a, là aussi, les marchés sont un peu, on va dire, exigeants en quelque sorte. La croissance économique, même pour 2022, on sait qu'elle va être en ralentissement, ce qu'on appelle la dérivée seconde, est négative, c'est vrai, mais on reste au niveau de croissance qui vont être élevés. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit effectivement même en France ou en zone euro, en France, rappelons-le, on attend un niveau de croissance qui va être autour de 3,5-4%. 4%, ouais. Donc, c'est quand même des niveaux de croissance qui sont quand même là aussi 2 à 3 fois supérieurs au potentiel. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à avoir des perspectives de croissance des bénéfices qui vont être positives. Et alors justement, on ira aux États-Unis dans un instant parce que là aussi il y a des sujets et on va rester, vous avez raison, sur l'Europe et particulièrement sur la France. On est à quelques points là du record historique, on en a beaucoup parlé hier, notamment du CAC, 4 septembre 2000 à 6 944 points. Donc là on est à 6 900, 6 870. Est-ce que l'on est, quand on est à ces niveaux-là, véritablement, vraiment, j'allais dire, corrélé à ce qui se passe dans l'économie réelle ? Alors c'est toujours le débat. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que la croissance des cours boursiers reflète effectivement ce qui se passe au niveau de l'économie réelle ? Il ne faut pas oublier qu'on a eu un soutien massif des banques centrales qui ont permis, là encore, de tenir à la fois l'ensemble de l'économie, mais de contribuer, là aussi, il faut être assez clair, à l'inflation des cours boursiers. Ouais. Et donc, in fine, on se dit que si on voit effectivement un CAC 40 qui commence à frôler on va dire les 7000 points. Ça veut dire que dans le tuyau, on a de la croissance économique à venir. Et c'est un peu ce qu'on voit. Donc, encore une fois, ce que je disais juste avant, 4% de croissance en France, ça reste un niveau d'activité qui est extrêmement élevé. Donc, on va très largement dépasser le niveau d'activité de fin 2019 qui correspondait au pic avant la crise. Donc, in fine, ce n'est pas non plus totalement incohérent. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les marchés sont chèrement valorisés ou pas ? Et depuis finalement que j'ai commencé dans la gestion d'actifs, il y a 6 ans que j'ai pris ces fonctions-là, j'ai toujours entendu les marchés sont chers, et donc c'est le moment de sortir. Or, effectivement, depuis 6 ans, celui qui est sorti des marchés, il a eu tort. Et donc, in fine, maintenant, il faut se dire, il faut raisonner un peu autrement, se dire quels sont les facteurs de risque, quels sont les différents facteurs qui pourraient peser sur cette croissance bénéficiaire. Et là, force est de constater aujourd'hui, mis à part des chocs exogènes massifs,
on voit mal comment on peut inverser la tendance. Est-ce que la question quand même des pénuries va pas poser un moment de problème et va pas un peu gâcher la fête justement sur le mois de novembre? Est-ce que le tissu productif va pouvoir finalement supporter ça encore longtemps? Vous le disiez, on était dans la partie aiguë de la crise. Bon, on a quand même encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'approvisionner. Est-ce que ça va pas peser un petit peu sur les marchés là? C'est le risque. C'est le risque effectivement de voir ce qu'on appelle un choc d'offres négatif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des entreprises qui ne sont pas en mesure de produire et qui stoppent leur chaîne de production. Et clairement, là, ni les banques centrales les banques centrales ne sont pas en mesure de traiter ce type de choc. Et le problème du choc d'offres négatif, c'est qu'il est à la fois, quelque part, on restreint l'offre, on a une demande qui est forte, c'est inflationniste, voire même très inflationniste. Et là, la Banque centrale se retrouve effectivement complètement démunie puisqu'elle ne peut pas monter les taux alors qu'on a une activité qui ralentit, puisqu'on a un niveau de production qui baisse. Et donc ça, c'est vraiment la difficulté qu'on va avoir de ce choc, entre guillemets, possiblement négatif sur la production, sur le niveau de production, si tant est que le choc d'offres, du moins les pénuries, perdure. Et c'est là en fait où je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'on n'attend pas effectivement que cette situation perdure dans le temps. Elle devrait effectivement se normaliser pour une raison très simple, c'est que d'une part, quand on regarde le matelas, effectivement, le taux d'épargne, par exemple, aux États-Unis, qui a fait fantasmer, entre guillemets, beaucoup de personnes en disant que c'est un matelas de consommation future. Bon, ce taux d'épargne est revenu quelque part à son niveau pré-crise, donc autour de 7%. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus finalement on a un stock d'épargne qui a été constitué, c'est certain, qui n'a pas été intégralement dépensé, mais aujourd'hui, le comportement de consommation des ménages américains est revenu quelque part vers ce à quoi il correspondait avant la crise. Et surtout, le point, c'est que les ménages, qu'ils soient européens ou américains, ne peuvent pas continuer à consommer des biens manufacturiers. On va arriver à un niveau de satiété. On ne peut pas avoir 14 téléviseurs chez soi. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, à un moment donné, on va consommer du service. On va consommer du service qui est produit localement. Et donc, ça va mettre le choc de demande positif qui affecte le secteur manufacturier, qui pose des problèmes dans un contexte de difficulté d'approvisionnement et de chaînes de production qui sont interrompues, va effectivement s'équilibrer à la faveur des services. Bon alors l'autre sujet, puisque vous parlez des États-Unis, effectivement, c'est quand même aussi les annonces de la Fed qui sont attendues pour demain. Alors, est-ce que ça va être, là encore, c'est toujours la question qu'on se pose, mais est-ce que ça va être de nature effectivement à inquiéter, à ralentir un petit peu la progression des marchés? Et puis, alors, je mets les deux questions dans la même et vous répondrez tout ensemble d'un coup sur les deux, mais pourquoi d'ailleurs, finalement, la Fed et l'inquiétude que ça pouvait susciter n'a pas aujourd'hui eu de très très grosses conséquences, notamment sur, je rappelais les chiffres du Nasdaq et du S&P 500, gros impact jusque-là. Pour quelles raisons ça n'en a pas eu et est-ce que ça peut quand même en avoir là d'ici demain et puis surtout dans les jours qui suivront les annonces? Alors le tapering a été, on va dire, très annoncé, la forward guidance a bien marché, donc la Fed a bien préparé. C'était très tranquille et très progressif. Voilà, et puis ils ont même communiqué sur une espèce de soft tapering, donc on ne va pas aller non plus brutalement passer de 120 milliards d'achats mensuels, 80 milliards d'achats de titres de dette publique et 40 milliards de MBS à rien du tout. Donc ça, on va avoir une décroissance linéaire, a priori, de cette volumétrie d'achat. Et donc ça a été, on va dire, assez bien annoncé et globalement, encore une fois, je me répète, les chiffres aux États-Unis ont été un peu décevants au troisième trimestre. On attend un rebond au quatrième trimestre. On n'attend pas non plus une croissance qui reviendrait au niveau de ce qui prévalait avant la crise. Donc on a encore une fois, une activité qui tient la route. Mais ça veut surtout dire que tant que les marchés seront shootés aux banques centrales, tout se passera bien. Mais ça fait plus de 10 ans qu'ils sont shootés aux banques centrales. Donc on découvre ça maintenant, mais c'est une réalité. On a des marchés qui sont aujourd'hui sous perfusion de liquidité. Bon, en un seul mot et un seul pour terminer, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste justement sur le mois de novembre? Plutôt optimiste. Plutôt optimiste. Oui. Bon, on en reparlera à la fin du mois. Merci beaucoup, Mabrouk Chetouane, d'être venu nous voir. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la recherche et stratégie chez BFT Investment Manager sur Boursorama.